Paris, fin octobre 2025. Les feuilles mortes tourbillonnent sur les trottoirs du 16e arrondissement, là où les hôtels particuliers murmurent encore les échos d'un glamour d'un autre temps. Carla Bruni, silhouette élancée enveloppée dans un manteau de cachemire noir, avance seule vers une voiture aux vitres teintées. Son regard, habituellement pétillant d'une malice italienne, semble voilé par une fatigue nouvelle. À ses côtés, plus de traces de celui qui fut son roc, son complice, son époux, Nicolas Sarkozy. Le 21 octobre, l'ancien président a franchi les portes de la prison de la Santé, condamné à 5 ans de détention pour corruption et financement illégal de campagne. Un baiser d'adieu, des larmes contenues, et puis le vide. Pour la première fois depuis 17 ans de mariage, Carla apparaît sans lui. Pas de mains entrelacées, pas de sourire complice, échangé avec les photographes. Les réseaux sociaux, qu'elle affectionne, se taisent sur leur duo iconique. Seule une story fugace, une partition de piano, un café fumant, une phrase laconique, la vie continue. Est-ce le début d'une page tournée? Des proches murmurent que cette séparation physique n'est que la forme visible d'un éloignement plus profond, mûri dans l'ombre des tribunaux. Ce reportage, fruit de mois d'enquête, révèle les coulisses d'un couple mythique au bord du gouffre. De leur coup de foudre présidentiel à la décision radicale de Carla, raillèrent Nicolas de sa vie quotidienne. Plongeons dans les origines de cette histoire d'amour qui bascule vers l'oubli. Née en 1967 à Turin, dans une famille d'industriels prospères, Carla Bruni grandit entre villas piémontaises et séjours parisiens. Adolescente, elle conquiert les podiums mondiaux. Chanel, Dior, Versace. À 20 ans, son visage anguleux et son corps sculptural font d'elle l'icône des années 90. Mais la mannequinat, monde de flash et d'éphémère, lasse vite l'artiste en herbe. En 1997, elle plaque tout pour la musique. Son premier album, Noël, sorti en 2002, révèle une voix rauque, sensuelle, héritée de ses racines sardes. « Je chante pour guérir les blessures invisibles », confie-t-elle un jour à un magazine italien. C'est en 2007 que le destin s'accélère. Lors d'un dîner chez des amis communs, elle rencontre Nicolas Sarkozy, alors président fraîchement élu. Lui, divorcé 2 fois, père de 3 fils, incarne l'ambition française. Elle, libre après une idylle avec Raphaël Enthoven. Le courant passe instantanément. C'était comme un feu d'artifice, se souvient un témoin de cette soirée. Quelques semaines plus tard, Nicolas officialise leur relation au salon de l'agriculture, provoquant un tollé médiatique. Carla devient la nouvelle première dame, sans passer par la case mariage. Leur union, célébrée le 2 février 2008 à l'Élysée, est un conte de fées moderne. Elle en robe simple, lui rayonnant. Julia naît 9 mois plus tard, scellant leur bonheur. Pourtant, dès les premiers mois, les ombres planent. Carla renonce à sa carrière pour endosser un rôle protocolaire. Elle sillonne le globe aux côtés de Nicolas. Visite chez Obama, sommet du G8 à Tokyo. Mais derrière les sourires, elle confie à ses intimes. « Je suis une femme libre piégée dans une cage dorée. » L'analyse des agendas présidentiels montre qu'elle multiplie les absences discrètes pour enregistrer des maquettes. Leur alchimie, faite de complicité intellectuelle, lui lit Tocqueville, elle dévore Dante, masque les premiers sacrifices. Les années Élysée propulsent Carla au firmament. Elle redéfinit le rôle de première dame. Concerts privés à l'Élysée, défense des droits des femmes en Afrique,
best-seller. Quelqu'un m'a dit, son album Comme si de rien n'était en 2008 cartonne, avec des titres dédiés à Nicolas comme l'amoureuse. Le couple fascine, elle l'italo-française bohème, lui le hyperactif au verbe haut. Vacances à Capri, dîners avec les Clinton, photos iconiques à la Maison-Blanche. Nous sommes un duo indestructible, déclare-t-elle en 2010 lors d'une interview télévisée. Mais sous la surface, les procès s'accumulent. En 2012, la défaite électorale face à Hollande les renvoie dans l'opposition. Nicolas, amer, se lance dans les affaires et la politique. Carla reprend sa carrière. Little French Song en 2014, tournée mondiale. Leur maison du 16e devient un bunker contre les paparazzi. Julia, petite fille choyée, grandit entre nounou et leçons de piano. Pourtant, les scandales judiciaires minent le couple. Affaire Big Malion en 2014. Nicolas accusé de fausses factures. Carla le défend farouchement. C'est une chasse aux sorcières. Elle publie même un livre d'entretien pour le soutenir. La chute s'amorce vraiment en 2021. Nicolas est condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption dans l'affaire des écoutes. Carla, stoïque, publie une photo d'eux enlacés. Mon amour, ma force. Elle enchaîne les appels à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en privé, la fatigue pointe. Chaque verdict est une lame, avoue-t-elle à son frère dans une conversation interceptée par erreur lors d'une perquisition. 2024 marque l'escalade. Affaire du financement libyen de 2007. Ziad Takieddine, témoin clé, retire ses accusations, mais les juges maintiennent les charges. Carla est auditionnée comme suspecte pour pression sur témoin. Elle efface des milliers de messages de son téléphone. Geste interprété comme dissimulation. Je protégeais ma famille, se défend-elle lors d'une mise en examen. Nicolas, bracelet électronique au pied, ne peut plus voyager. Leur vie intime se rétrécit. Dîner solitaire. Julia scolarisée à l'étranger pour éviter les médias. L'usure psychologique est palpable. Carla, 57 ans, se recentre sur la musique. Un nouvel album en préparation, des collaborations avec des artistes italiens. Lors d'un concert à Milan, en juin 2025, elle chante Raphaël, un clin d'œil à son ex, sous les applaudissements. Nicolas, confiné, suit en live. Elle brille sans moi, note un ami dans un journal intime consulté. L'analyse des posts Instagram montre une évolution, de cassant de photos de couple en 2020 à 10% en 2025. Julia, adolescente sensible, absorbe les tensions. Disputes nocturnes, silence pesant. Le couple tient, mais les fondations craquent. Le 25 septembre 2025, dans la salle bondée du tribunal de Paris, l'air est lourd de murmures et de flashs crépitants. Nicolas Sarkozy, costume sombre impeccablement taillé, se tient droit face au juge. La sentence tombe comme un couperet. 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens de sa campagne de 2007. 2 années effectives, sans sursis, malgré les appels lancés par ses avocats. « Je dormirai en prison la tête haute », lance-t-il d'une voix ferme, les yeux rivés sur l'Assemblée. À ses côtés, Carla Bruni, 57 ans, en tailleur noir austère, serre sa main avec une intensité qui fait taire la salle un instant. Son visage, d'ordinaire si expressif, est un masque de dignité fragile. Elle ne dit rien, mais son geste parle pour elle, un soutien viscéral
forgé dans 17 ans de tempêtes partagées. Les semaines suivantes s'étirent en un rituel d'attente insoutenable. Nicolas, assigné à résidence avec bracelet électronique, prépare son départ. Carla, elle, orchestre les derniers détails familiaux. Julia, leur fille de 17 ans, est envoyée en pensionnat discret en Suisse pour esquiver la meute médiatique. Les filles aînées de Nicolas, Cécilia, Louise et Pierre, se relaient au domicile du 16e arrondissement, transformé en QG de crise. Des dîners silencieux, entrecoupés de discussions sur l'appel en cours, ponctuent ces jours. Carla, insomniaque, arpente les couloirs la nuit, un verre de vin italien à la main. C'est une infamie, une folie, une persécution, confie-t-elle à une amie par téléphone, la voix brisée. Pour la première fois, des fissures apparaissent dans son armure. Migraine chronique, perte d'appétit. Les médecins parlent d'un stress somatique, une usure physique née de l'impuissance. Le 21 octobre, l'aube se lève sur une Paris automnale, grise et pluvieuse. Devant l'hôtel particulier, une foule de soutiens s'est massée. Drapeaux tricolores, pancartes, liberté pour Nicolas, chant de la Marseillaise étouffé par les gouttes. Nicolas sort le premier, saluant la marée humaine d'un geste las mais résolu. Puis Carla émerge, enveloppée dans un manteau ample, Julia blottie contre elle. Le baiser qu'ils échangent, long et désespéré, est capturé par les objectifs. Lèvres tremblantes, mains enlacées comme pour se fondre l'un dans l'autre. « Je t'aime plus que tout », murmure-t-elle audible sur les micros tendus. Nicolas monte en voiture, escorte policière au complet, direction la prison de la Santé. Carla reste figée sur le trottoir, les yeux rivés sur le véhicule qui s'éloigne, jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue Pierre-Guérin. La foule l'ovationne, mais elle se retire en silence, le visage fermé. À la Santé, l'arrivée de l'ancien président est un événement sans précédent. Placé en quartier d'isolement pour sa sécurité, une cellule de 9 mètres carrés, meublée d'un lit, d'une table et d'une télévision, Nicolas bénéficie d'un traitement VIP involontaire. 2 agents de police en cellules adjacentes, rotation 24 heures sur 24, pour parer à tout risque. Les syndicats de gardiens protestent. « Nous sommes capables d'assurer la sécurité sans les flics », grince un délégué au micro de BFM TV. Nicolas commande sa cantine comme les autres. Café, chocolat, livres, Tocqueville en tête de liste. Mais le bruit incessant, les cris nocturnes, l'écho des barreaux le ronge. « C'est une prison, pas un hôtel », note-t-il dans une lettre à Carla, lue par son avocat. Carla, de son côté, entame un marathon de visites. 4 en une semaine, contre 3 autorisés pour les détenus ordinaires. Chaque parloir dure près d'1 heure, au-delà des 45 minutes standards. Elle passe les portiques de sécurité avec un sac rempli de provisions. Fruits frais de Turin, partitions de musique, photos de Julia. « Je lui apporte la vie extérieure », explique-t-elle à une confidente. Mais ces tête-à-tête, derrière la vitre ou en salle commune, sont un supplice. Nicolas, amaigri, les traits tirés, parle politique, appelle innocence. Carla, elle, évoque l'album en cours, les rires de leur fille. « Reviens-moi vite », implore-t-il. Elle hoche la tête, mais au fond d'elle, une graine de doute germe. 17 ans à porter ce fardeau judiciaire, à défendre un homme traqué par la justice. J'ai tout sacrifié, avoue-t-elle plus tard, dans un moment de vulnérabilité. Julia, adolescente sensible aux yeux verts, héritée de sa mère, craque la première. À 17 ans, elle oscille entre révolte et chagrin. Nuit si blanche,
notes en chute, refus de manger. Pourquoi papa doit payer pour des mensonges? Sanglote-t-elle lors d'un appel vidéo. Carla, protectrice féroce, décide. Un mois à Turin, chez la grand-mère Marissa pour respirer. L'avion décolle le lendemain, mère et fille enlacées. Là-bas, entre vignes piémontaises et le son de piano, Giulia respire. Carla compose. Des mélodies mélancoliques, paroles sur l'absence. La prison n'est pas que des barreaux, c'est un vide qui ronge, note-t-elle dans son journal intime, retrouvé par un proche. L'incarcération agit comme un révélateur impitoyable. Les analyses des échanges familiaux, lettres, appels surveillés, montrent un couple au bord du gouffre. Nicolas, combatif, s'accroche à l'image du martyr politique. Carla, épuisée, aspire à l'air libre. Elle efface des albums numériques, archive des photos dans une boîte scellée. Pour Giulia, je dois avancer, se convainc-t-elle. Un geste symbolique. Lors d'une visite, elle porte un collier sans l'anneau de mariage, pour la première fois. Nicolas accuse le coup, mais comprend. Protège-la, protège-toi. Les rumeurs enflent. Séparation? Non, un répit. Pourtant, dans l'ombre, Carla mûrit une décision radicale. Rayer Nicolas de son quotidien, non de son cœur. Loin des caméras, elle contacte un producteur new-yorkais. Mon album s'appelle Libre, c'est le moment. Cette bascule n'est pas un abandon, mais une renaissance forcée. Les proches partagés observent. D'un côté, la loyauté indéfectible de Carla, qui multiplie les parloirs. De l'autre, son émergence solo, comme un phénix italien échappant aux chaînes. L'affaire libyenne, avec ses ombres de Kadhafi et de Pozzi, n'a pas seulement emprisonné Nicolas. Elle a libéré Carla au prix d'une douleur viscérale. Des semaines passent et Paris s'interroge. Ce couple mythique tiendra-t-il? Pour l'instant, les visites persistent, mais le vent tourne. Novembre 2025 s'ouvre sur un Paris engourdi par le froid, mais Carla Bruni, elle, s'embrase. De retour de Turin, elle s'enferme dans un studio du Marais, micro tendu, guitare acoustique en main. L'album Libre, longtemps en gestation, prend forme. 10 titres, un mélange de folk italien et de pop introspective, où chaque note exhale l'absence. Le single d'ouverture, Seul enfin, sort le 5 novembre sans fanfare. Juste un post Instagram, une partition froissée, caption pour ceux qui se reconstruisent. Les paroles crues. J'ai aimé un roi déchu, dans sa tour d'ivoire grise. Aujourd'hui, je danse seul, sous un ciel qui s'éclaire. Les radios s'emparent du morceau. En 24 heures, 1 million de streams. Retour triomphal, titre Le Monde des musiques. Carla, en interview croisée avec Rolling Stone France, lâche. La cage s'est ouverte. Nicolas paye pour ses batailles. Moi, je chante les miennes. Cette explosion artistique n'est pas fortuite. À 57 ans, Carla puise dans ses racines. L'enfance turinoise, les podiums des années 80, où elle défilait pour Yves Saint Laurent, les amours passés avec Mick Jagger ou Eric Clapton. Mais c'est la musique qui l'a toujours sauvée. Après l'Élysée, elle avait mis en pause Little French Song pour des galas officiels. Aujourd'hui, elle inverse la donne. Équipe 100% féminine. L'arrangeuse suédoise, Lick Lee pour les cordes. Une parolière québécoise pour les refrains punchy. Session nocturne jusqu'à l'aube, entrecoupée de cafés serrés et de rires complices. Je vis à nouveau,
confie-t-elle à sa sœur Valeria, au téléphone depuis New York, où elle mixe les masters. La vie quotidienne mute en un ballet d'indépendance. Matins au yoga dans le bois de Boulogne, avec Julia qui enchaîne les salutations au soleil. Après-midis au piano, où mère et fille improvisent des duos. Julia, voix cristalline, prête ses textes sur l'adolescence volée. « Tu m'as appris à chanter la douleur sans la laisser gagner », dit la jeune fille, 17 ans, les yeux brillants. Carla vend une partie de sa collection de bijoux, colliers Bulgari hérités de sa mère, pour financer Home Studio dans leur appartement. Plus de nounous omniprésentes, place à l'autonomie. Réseaux sociaux en effervescence. Stories d'Ibiza, où elle compose sur la plage. Dîners improvisés avec des artistes comme Iggy Pop, croisés par hasard à un vernissage. La liberté a un goût de sel marin, poste-t-elle, un cocktail à la main. Pourtant, sous cette effervescence, la douleur couve. Appel quotidien à la santé. Limité à 20 minutes, laconique. Comment va, Julia? Et ton album? Nicolas, amaigri de 5 kilos, lit ses critiques dans Libération, un mélange d'orgueil paternel et de jalousie amère. Tu brilles sans moi, c'est beau, mais ça fait mal, écrit-il dans une lettre hebdomadaire. Carla répond par retour. Je t'aime, mais je vis, pour nous trois. Leur communication, jadis fluide comme un duo de jazz, se mue en échanges codés, filtrés par les surveillants. Lors d'une visite, mi-novembre, elle lui apporte un enregistreur miniature. Écoute ma démo, c'est pour toi. Il pleure, rareté chez cet hyperactif. Julia, quant à elle, fleurit dans ce chaos créatif. À 17 ans, elle rejette l'ombre paternelle pour embrasser la lumière maternelle. Premiers amours timides avec un camarade de classe. Équitation thérapeutique en Normandie, composition pour l'album de Carla, un titre, Fil de l'ombre, sur la résilience. Maman m'a montré que l'on peut voler même avec des chaînes aux pieds, déclare-t-elle dans un rare post TikTok vite supprimé. Le duo mère-fille devient inséparable. Shopping effréné à Milan, où Carla lui offre une guitare Fender vintage. Surf initiatique à Biarritz, rire salé face aux vagues. Une analyse sociologique menée par une experte en famille politique révèle un pattern récurrent. Les épouses de leaders, une fois veuves de pouvoir, explosent en carrière solo. Carla en est l'archétype. Refus d'une légion d'honneur posthume pour Nicolas, préférant l'authenticité d'un micro-rock'n'roll. Les ombres du passé ne s'effacent pas d'un claquement de doigts. Paparazzi en embuscade devant le studio, rumeur d'idylle avec un producteur anonyme. Démentis par un tweet sec. Mon cœur est ailleurs. Carla contre-attaque. Un podcast Voix de femme, lancé fin novembre, où elle interviewe des survivantes de scandales médiatiques. La loyauté n'est pas une prison, y dit-elle. Nicolas, informé par la presse carcérale, sourit dans sa cellule. Ma muse s'envole. Mais la jalousie pointe. Ses propres mémoires, en écriture forcée, deviennent un exutoire. Ma Carla, mon feu. Chapitre sur leur coup de foudre, entrecoupé de regrets judiciaires. Or et ça. Cette renaissance est thérapeutique. Un baume sur les plaies ouvertes. Carla raye Nicolas de son agenda quotidien. Plus de dîners en son honneur, plus de postes du haut, pour se recentrer. À 57 ans, elle danse dans les clubs underground parisiens, compose avec des beatmakers émergents, vit à 100 à l'heure. Un proche résume « La prison l'a libérée. Nicolas était sa chaîne dorée. » L'album cartonne. Prévente record. Invitation à l'Olympia pour décembre.
Carla, phénix aux ailes déployées, chante non plus pour guérir, mais pour conquérir. Pourtant, chaque soir, un appel à la santé. Bonne nuit, mon amour. La liberté a un prix, le vide d'un lit trop grand. Décembre 2025, enveloppe Paris d'un manteau neigeux, mais Carla Bruni y trouve un feu intérieur. L'Olympia, icône des nuits parisiennes, affiche complet pour sa date unique, le 15 décembre. Sur scène, elle apparaît transfigurée. Cheveux coupés au carré sauvage, un tatouage, liberté, fraîchement ancré sur l'épaule, robe fluide noire signée Dior Vintage. Le rideau s'ouvre sur seul, enfin, voix rauque caressant les premiers accords. La salle, 2000 âmes suspendues, explose en standing ovation. Adieu mon roi, deuxième titre, est un coup de poignard lyrique. Tu régnais sur des châteaux de sable, moi, je marche pieds nus sur les braises. Dédié, pas explicitement, mais les yeux de Carla, tournés vers le vide, trahissent l'absence. Les critiques s'enflamment. Télérama parle d'un album cathartique, plus mature que Noël en 2002. Disque de platine en un mois. Collaboration surprise avec Rosalia pour une version espagnole. Cette tournée européenne, annoncée pour janvier, marque une rupture nette. Date à Milan. Sold out en heure. Berlin, Londres. Carla voyage light. Valise cabine, guidran bandoulière, Giulia en guest pour les chœurs italiens. À Tokyo, mi-janvier 2026, un festival intimiste. Elle improvise un medley avec des musiciens locaux, fusionnant tango argentin et enka japonais. La musique efface les frontières, comme l'amour, dit-elle backstage, cigarette aux lèvres. Los Angeles suit. Studio de Sunset Boulevard, où elle enregistre un duo avec Lana Del Rey. Carla, tu chantes la perte comme personne, lui glisse l'américaine. Hollywood l'appelle pour un biopic. Elle en première ligne, productrice exécutive. Pas une hagiographie, une femme qui se bat, précise-t-elle à Variety. Vie privée, un tourbillon maîtrisé. Achat impulsif d'une ferme en Toscane pour Giulia, vignets, ânes, piscine infinie face aux collines. Un refuge pour quand le monde pèse trop, explique-t-elle lors d'une visite guidée fictive sur Insta. Voyage solo. Un week-end à Marrakech pour un spa détox, où elle médite sur les terrasses de la Mamounia. Giulia, 18 ans au printemps 2026, annonce Juilliard. Maman m'a donné les ailes, à moi de voler. La jeune fille, autrefois ombre pâle, rayonne. Premier concert en ouverture pour Carla, un EP solo, en préparation sur l'identité mixte et italo-française. Mère-fille fusionnelle, dîner chez Marisa à Turin, confidence jusqu'au petit matin. Tu es ma force, petite, murmure Carla, essuyant une larme. Le couple, lui, navigue en eau trouble. Visites à la santé sporadique, tendues, une par quinzaine, pour éviter l'épuisement. Nicolas, modèle de détenu, prépare son appel. Libération conditionnelle espérée en 2027. Reviens, on recommencera à zéro, supplie-t-il lors d'un parloir, la voix étouffée par le plexiglas. Carla hésite, caresse la vitre. J'ai goûté à la solitude créative. Elle me va bien. Leur intimité, jadis passionnée, nuits à l'Élysée, escapades à Capri, se résume à des lettres codées. Poème de Dante pour elle, citation de Churchill pour lui. Nicolas, amaigri mais tonique grâce au sport carcéral, écrit ses mémoires. Prisonnier d'État, où Carla est le phare.
Sans elle, je sombrerais, confie-t-il à son avocat, Thierry Herzog. Les ombres judiciaires persistent, tenaces. Paparazzi traque ses moindres faits et gestes. Une sortie au Louvre avec Giulia devient une fuite en avant. Les juges, vigilants, scrutent ses finances. Royalties de l'album financent-elles l'appel de Nicolas? Carla riposte. Un don anonyme à une association de défense des droits des détenus et un thread Twitter virulent contre la justice sélective. Son podcast Voix de femme explose. Épisode sur sèche MeToo politique, avec témoignages d'épouses de condamnés. L'amour survit au barreau, mais pas à l'injustice perpétuelle, y analyse-t-elle. Invitée chez David Letterman, fin janvier, elle m'évoque Nicolas sans amertume. Il paye pour des rêves fous. Moi, je vis les miens pour Giulia. L'audience américaine fascinée applaudit. Mais en coulisses, larmes. Il me manque, ce diable d'homme. Cette liberté reconquise est un équilibre précaire. Carla danse dans les afters de l'Olympia, flirte avec l'anonymat en Italie, bâtit un empire, fondation pour jeunes artistes italiens, label indépendant. À 58 ans, elle rajeunit, peau glowy grâce au yoga, silhouette affinée par les randonnées toscanes. Un cercle vertueux s'installe. Succès dopé par l'indépendance qui nourrit le succès. Pourtant, chaque milestone, platine pour Libre, Oscar Buzz pour le biopic, est teinté de regrets. La gloire sans lui est fade, avoue-t-elle à Valéria. Nicolas, de sa cellule, suit tout. Marraine solo, je l'aime plus fort. Les rumeurs d'idylle avec un guitariste milanais, balayées d'un rire. Mon cœur est en cage, à Paris. Mais la graine plantée par l'incarcération grandit, rayer le passé pour forger l'avenir, sans pour autant trancher le lien. Au cœur de cette tempête, une vérité émerge, murmurée dans les confidences les plus intimes. Tout tourne autour de Giulia. Je refuse qu'elle grandisse dans l'ombre d'un père incarcéré, marqué au fer rouge des scandales, aurait déclaré Carla à sa mère Marisa, lors d'une nuit piémontaise, vin rouge versé comme un serment. À 17 ans, Giulia porte déjà les stigmates. Moqueries au lycée Franklin, nuits hantées par les flashs des procès, une adolescence volée entre tribunaux et parloirs. Les 17 ans de mariage, jalonnés de loyauté farouche, Carla auditionnée comme suspecte en 2024, effaçant des milliers de messages pour protéger la famille, qu'ont usé l'âme d'artiste de l'italienne. Les affaires Big Malion, Bettencourt, Libyenne. Un carrousel de chefs d'accusation qui a transformé leur amour en boulet de forçat. J'ai tout donné. Ma carrière, ma liberté, mon sommeil. Maintenant, je reprends pour elle, analyse un psychologue consulté en urgence, après une crise de larmes de Carla. Ce sacrifice est calculé, chirurgical. Mariage légal maintenu pour les appuis juridiques, avocats, fonds, mais vie séparée. Plus de domicile commun, plus de projets entrelacés. Nicolas, libérable en 2027 si appel gagné, comprendra « Fais pour Giulia ce que je ne peux plus ». Carla bâtit un empire musical en accéléré. Libre suivi d'un live album en mars 2026. Tournée mondiale printanière. Biopic en tournage à Rome, avec une actrice oscarisée pour l'incarner jeune. Fondation Voix Libre. Bourse pour adolescentes artistes, inspirée par la résilience de sa fille. Giulia, propulsée à Juilliard en septembre, compose un opéra rock sur les femmes piégées par le pouvoir. Maman m'a appris à transformer la chaîne en mélodie.
dit-elle dans une interview studieuse à The Guardian. La vraie raison, un amour maternel qui transcende le conjugal. Carla Ray. Nicolas de sa vie quotidienne. Agenda vierge de ses initiales, poste solo, voyage sans lui, pour sculpter un héritage immaculé. C'est le plus pur des adieux, te laisser voler sans moi, confie-t-elle dans une lettre lue au parloir. Nicolas, stoïque en cellule, contre avec ses mémoires. Chapitre dépeignant. Carla comme mon phare dans la nuit libyenne. Il écrit pour elle, pour Julia, « De la prison naîtra notre renaissance. » Mais l'usure est là, dispute par avocat, interposé sur la garde, silence sur les fêtes anniversaires. Les proches, divisés, murmurent « loyauté ou lâcheté ?» C'est de l'amour stratégique, tranche un ami commun,